téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Avec un talent ordinaire et une persévérance extraordinaire, on peut tout obtenir. Fidèles téléspectateurs de C'est Possible Télévision et les In Love de cette belle émission Albinos Family, bienvenue à ces nouveaux numéros. Alors, pour aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec un invité spécial qui nous vient du Congo-Brazzaville, répondant au nom de Messieurs les conseillers Johnny Chancel Ngamwania, trésorier au Conseil consultatif de personnes vivant avec handicap à la République du Congo. Il est également le cofondateur du réseau des organisations de personnes atteintes d'albinisme de l'Afrique centrale, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Rachel et merci de me recevoir sur votre plateau. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, merci. Fort. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre présentation? Non, je pense que ça va. Vous faites votre travail à merveille. Hein. Vraiment. Alors, c'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Alors, nous sommes vraiment reconnaissants et nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier, Rachel, parce que je suis beaucoup ce que tu fais. Et rassure-toi que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et tu vois, je suis arrivé juste ce matin et j'ai tenu avec la complicité de grâce passer à votre émission pour pouvoir déjà vous féliciter par rapport à ce que vous faites. Vous savez que, étant une personne vivant avec albinisme, ce n'est pas facile d'exceller. Et je n'ose même pas imaginer des coups bas que tu as pu recevoir, hein, des coups tordus, de la moquerie peut-être. Mais tu y es arrivé. Et je pense qu'aujourd'hui, en RDC, on peut compter aussi voilà, une personne vivant avec albinisme qui présente une émission avec une telle assurance et qui fait une très belle émission. Et je parle aujourd'hui de la RDC, mais pourquoi ne pas parler de l'Afrique demain? Et donc c'est pour te dire félicitations. Et tu vois que ta renommée a traversé les frontières. Et crois-moi, ce ne serait pas toi, je ne serais pas venu. Et c'est parce que je sais que c'est une bonne initiative et c'est une très belle émission. Et pourquoi pas? Félicitations encore pour ce que tu fais pour la cause. Voilà. Ça me va droit au cœur. Alors, Monsieur Johnny Chancel, vous êtes le président de l'association qui porte votre nom. Ok. Et vous pouvez nous dire, est-ce que l'association est nationale ou internationale? Bon, l'association Johnny Chancel pour les albinos, c'est une association qui est basée en République du Congo, mais qui a des représentants dans d'autres pays. Ces représentants ne sont pas... je ne dirais pas que l'association est internationale par rapport à ses représentants, mais pour l'instant, on ne fait pas ce que nous faisons au Congo dans d'autres pays. Vous voyez? Et cette association est née des pensées, après mon long séjour à l'étranger, quand je suis rentré au Congo. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'association qui s'occupait des personnes vivant avec albinisme. Et quand je regardais ici à Kinshasa, j'avais déjà mon grand frère Texas qui faisait des choses merveilleuses. Et je regardais au Mali, on avait Salif Keita. En Europe, il y a Jeune Espoir. À Paris surtout. À Brazzaville, il n'y avait rien. Et on avait décidé de mettre cette association en place pour pouvoir accompagner les autres. Et ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, c'est l'AJCA que vous connaissez. Ok. Quels sont les rapports qui existent entre les personnes albinos de la République démocratique du Congo et les personnes albinos du Congo-Brazza?
les rapports qui existent. Oui. Nous sommes une famille. Je suis arrivé ce matin. Je peux tourner l'émission et repartir même ce soir si je veux. D'accord? Oui. Et quand on regarde la complicité qu'il y a entre nos deux chefs d'État déjà, cela stipule, démontre l'engagement que l'engagement qu'il lie nos deux peuples. Nous sommes le peuple bantou. Vous savez, en RDC, nous avons même, enfin à Brazzaville, nous avons même des personnes de la RDC qui viennent parfois se soigner là-bas. Et gratuitement à la clinique AJCA. Et je ne parle pas seulement de la RDC, je parle aussi du Bénin, du Mali, du Togo, du Cameroun. Des gens viennent prendre des soins gratuitement. Et pour nous, nous sommes une association où, une fois que tu te retrouves à Brazzaville, si tu as une personne avec albinisme, tu es la bienvenue à l'association. Mais s'il faut parler de nos deux pays, moi je ne dirais même pas que c'est deux pays, parce que si déjà nous sommes, on nous appelle les deux Congos, et nous savons que nos deux chefs d'État sont très liés. Et ensuite, nous sommes les deux capitales les plus rapprochées du monde. Après, quand on enlève le Rome et le Vatican, dans Rome, mais sinon, Brazzaville, Kinshasa, c'est les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc je pense que nos deux pays sont très liés. Et les rapports, il y a des rapports humains et les rapports organisationnels. Moi, je travaille beaucoup avec la Fondation Texas depuis du vivant du feu, Mwimba Texas, qui est mon modèle. Mais je travaille aussi avec beaucoup de gens. Madame Grace, qui est là, fait partie des personnes qui me représentent ici et avec qui nous travaillons beaucoup aussi. Donc, je pense que nos rapports sont très, très bons. Super. Vous avez dit que vous avez été motivé par le fait Mwimba Texas, par Salif Keïta. Mais quels sont vraiment les vrais problèmes que les personnes atteintes d'albinisme du Congo-Brazzaville sont confrontées? Moi, je pense qu'en Afrique, les problèmes avec l'albinisme ont les mêmes problèmes. Parce que moi, si je dis que j'ai beaucoup appris de Texas. Vous ne saviez pas, mais à chaque fois que Texas venait à Brazzaville, il était avec moi. Moi, quand je partais en Europe, j'étais venu prendre mon vol ici. Et c'est Texas qui m'avait emmené à l'aéroport. À l'époque, je n'avais même pas l'association. Je ne me rappelle même pas de l'année. Et moi, j'avais vu des photos déjà. Il avait les photos. Je pense qu'il venait de créer la fondation. Il avait les photos des albinos qui avaient le cancer de la peau. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a étonné. J'ai dit, putain, mais on peut arriver à ce niveau-là. Il m'a dit, oui, petit frère. Moi, j'ai dit, ah. Et ce que je te dis, tu vois, je pense que là où il est, il va se rappeler de ça. Moi, je lui ai dit, moi, avant, je voulais juste arranger ma vie. Ça veut dire me battre pour devenir quelqu'un. Mais ce que moi, je vois là, si jamais Dieu me donne l'opportunité, je ferai quelque chose dans la communauté. Et ça, je l'avais dit, ça. Il n'y avait même pas encore d'association. Il n'y avait pas Johnny Chancel, le conseiller. Il m'a accompagné à l'aéroport, je suis parti. 10 ans après, quand je suis revenu, on a créé l'association et j'ai l'invité spécial. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à l'époque, quand il était vivant, il ne faisait pas 2 mois sans venir sur Brazza. Oui. Parce qu'on ne faisait pas d'activité sans lui. Je lui disais, si tu ne viens pas, on ne fait pas. Bon, il m'appelait mon cadet, jeune frère. Je pense que je suis l'un des rares qui l'appelait comme ça. Parce que ceux qui vivent avec moi, ceux qui vivent avec lui, quand ils nous voient agir, ils se disent qu'on a des choses qui concordent un peu. Une concordance dans des habitudes peut-être, dans la manière de faire. Et je pense qu'en Afrique, le problème de la personne vivant avec albinisme sont semblables. Sont semblables parce que ce qui dérange beaucoup des problèmes, des personnes vivant avec albinisme en Afrique, c'est d'abord le problème du soleil. Vous savez qu'étant une personne avec albinisme, on n'a pas de protection. Il faut mettre la crème solaire et quand tu ne la mets pas, si tu sors dehors, tu as les rayons ultraviolets qui peuvent pénétrer dans ta peau et te causer des problèmes après. Et moi, je pense que, outre le problème de la discrimination, du rejet, c'est vrai que dans d'autres pays, il y a aussi des assassinats. Comme au Malawi, en Ouganda, en Tanzanie, et même dans le sud de la RDC à l'époque, j'ai aussi appris plusieurs assassinats. Et nous nous sommes battus que c'est pour ça que moi je ne cesserai de remercier son Excellence le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, parce que
vous savez, on n'a jamais enregistré un assassinat d'une personne vivant avec albinisme à Brazzaville. Et quand vous regardez au Congo, nous avons un ministre de la communication qui est une personne avec albinisme, nous avons un conseiller à la présidence de la République, et nous avons aujourd'hui une structure qui est le Conseil consultatif des personnes avec handicap, qui s'occupe de toutes les personnes avec handicap, de tous les handicapés en général, parce que le conseil est représentatif, hein. Il y a les sourds, les handicapés moteurs, les albinos et tout. Et donc moi je représente la couche des personnes avec albinisme, et aussi dire un grand merci au président Fathi, que nous appelons affectueusement Fathi Béton, parce que c'est le premier chef d'État africain qui a pu organiser un forum panafricain sur l'albinisme. Je pense que vous étiez avec nous. C'est en 2021, je pense. Oui. En 2021. Et nous voyons aussi la place, la place et l'intérêt qu'il apporte à la personne vivant avec albinisme. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche énormément. C'est pour ça que je dis que nos deux pays sont très liés par la culture, par la manière de faire, par nos ancêtres aussi. Oui, vous venez de dire que les problèmes qui existent pour les personnes atteintes d'albinisme, c'est un peu fréquent, c'est un peu partout, le rejet, le problème du soleil et autres. Mais là, j'aimerais que vous pouvez un peu nous bien éclairer par rapport à la relation qu'il y a entre les personnes albinos et les personnes urbaines du Congo-Brazza. Est-ce qu'il y a toujours du refus, il y a toujours des préjugés? Comme ici, par exemple, chez nous, on dit que si une personne albinos meurt, son cadavre disparaît. Il y a ce genre de croyances, il y a toujours ce genre de réticences. Essayez un peu de nous expliquer comment est-ce que vous en tout cas, ce que je peux vous dire sur le Congo-Brazza, c'est vrai que avant la mise en place de l'association Johnny Chancel pour les albinos, il y avait beaucoup de discrimination. Il y avait beaucoup de discrimination. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas habitués à voir beaucoup d'albinos ensemble. Et le problème dont vous parlez, celui qui, un albinos décède, après il disparaît, on en a entendu parler, mais nous on a enterré des gens là-bas qui sont décédés, on a enterré et puis ils sont partis. Et, mais ce qui est bien chez nous, c'est que nous sommes tellement organisés que quand une personne vivant avec albinisme est victime d'une injustice ou d'une discrimination non justifiée, nous intervenons parce que nous travaillons avec des avocats, nous travaillons avec le procureur de la République, nous travaillons avec le directeur général de la police, de la gendarmerie, et quand il y a des injustices, nous tapons du poing sur la table et nous faisons payer. Et aujourd'hui, même des personnes qui regrettaient, qui minimisaient en quelque sorte des personnes vivant avec albinisme dans notre pays, quand ils regardent le ministre Mongala, quand ils me regardent, ils se disent non mais écoutez, notre enfant on ne peut pas le garder, il faut l'envoyer à l'école, peut-être demain il peut être comme Johnny ou comme le ministre, vous comprenez? Et quand il y a des exemples comme ça fortifie des parents qui étaient peut-être censés négliger leurs enfants, ne pas les soutenir dans leur scolarité pour ne pas qu'ils puissent avancer. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que la discrimination n'existe pas, mais la discrimination, pas comme avant. On a beaucoup réduit le taux de discrimination parce qu'aujourd'hui, une personne avec albinisme peut occuper des grands postes, il peut travailler. D'ailleurs, chaque année, l'État nous donne des quotas pour essayer d'insérer les personnes avec albinisme à la fonction publique. C'est ce que nous faisons. Donc, pas seulement les personnes avec albinisme, je parle de toutes les handicapés confondus. Général, voilà. Et donc, nous le faisons. Et aujourd'hui, je pense que... Et c'est la même chose. Quand je regarde aussi ce qui se passe ici en RDC avec la mise en place du ministère des PVA, et on a aussi appris la mise en place du secrétariat général. Donc, par conséquent, je pense que la vision des deux chefs d'État en matière de handicap est très... un peu de pair. Ah oui, est très, très similaire. Et je me rappelle encore quand son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu lors de son premier mandat. Le gouvernement était déjà mis en place et il a refusé parce qu'il manquait
le poste du ministre en charge des personnes vers handicap. Et ça, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup marqué, et parce qu'on s'est dit non, le président accorde un intérêt particulier à ce problématique. Et c'est pour ça que nous, on ne peut que féliciter nos deux chefs d'État qui donnent une place de choix aux personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, M. Johnny Chancel, pour votre éclaircissement quant à ça. Alors, depuis que vous avez commencé votre combat, il y a de cela 14 ans, que vous êtes sur terrain en train de lutter pour la cause de personnes atteintes d'albinisme, est-ce que l'intégration est effective dans votre pays? Je ne dirais pas effectif, je dirais que nous avons fait un grand pas. On a fait un grand pas. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des lieux où quand je suis, je ne sais même pas si je suis albinos ou pas. Et il y a beaucoup qui me le disent aussi aujourd'hui, qui sont dans l'association. Parce qu'avant, ils sentaient tout de suite la différence. Et aujourd'hui, on a pu quand même intégrer dans la mémoire des gens qu'une personne avec albinisme est un être humain à part entière. Donc, il a le même droit que vous, personnes non albinisme. Et surtout, nous avons encore des lois qui nous protègent, nous. Et par conséquent, le combat continue, parce que tout n'est pas encore fait, mais nous savons que nous avons fait une grande partie. Comme nous les sachons que tout début n'a pas été facile, il y a eu toujours un faible commencement. Et pouvez-vous un peu nous relater les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez eu cette idée de créer l'association, que ce soit dans la communauté des personnes atteintes d'albinisme et dans la patrie? Est-ce que vous avez connu des difficultés quant à ça? Oui, je pense que la première difficulté, je vous ai expliqué, c'est quand j'ai vu des premières photos avec Mwimba Texas, le feu, ça m'avait beaucoup touché. Et quand je suis reparti au Congo, il y avait personne qui me disait, tu es une personne avec albinisme, il te faut porter des lunettes de lecture pour lire. Il te faut te protéger quand tu sors sous le soleil. Il n'y avait personne. Vous comprenez? Et moi, quand j'étais né, je suis né dans une famille de 6. Je suis le dernier de ma famille. Et je suis la cause du divorce de mon père et ma mère. Parce que quand je suis né, mon père a cru que j'étais un blanc. Et il a accusé ma mère d'avoir trompé avec un blanc. Et tout, parce que la grande sœur de ma mère avait un mari blanc. Donc il venait à la maison avec les amis blancs. Donc mon père a sous-entendu qu'il y avait peut-être un blanc, entre guillemets, qui sortait avec sa femme. Et c'est quand j'avais peut-être, je pense, 6 mois, qu'on a dit, mais cet enfant n'est pas un blanc, c'est un albinos. Vous comprenez? Et c'est pour vous dire que ce n'était pas très connu avant que nous venions. Parce que quand on a mis l'association en place, c'était juste pour sensibiliser et essayer d'aider, d'accompagner, distribuer des crèmes, sensibiliser, accompagner. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes qu'il fallait s'en occuper. On a d'abord rencontré beaucoup de personnes atteintes de cancer de la peau. Il y en avait énorme. Et chez nous, on ne pouvait pas les soigner. On les a évacués. Et après, comme je vous ai dit, chaque mois, on avait 3 à 4 décès. Donc une personne qui avait une petite plaie comme ça, et au fur et à mesure, quand il partait au CHU de Brazzaville ou dans d'autres hôpitaux, on ne savait pas faire la prise en charge. Et ces personnes décédaient. Alors je me suis dit, non, l'État, c'est compliqué. Vous connaissez comment l'État fonctionne. Et c'est une vision que moi j'ai. À l'époque, je n'étais même pas conseiller. Et j'ai dit non, il fallait que je mette une structure en place qui devait s'occuper des personnes avec albinisme, et surtout gratuitement. Parce que le problème, c'est lequel? Une personne peut avoir une plaie, mais il sait que si je vais là-bas, on va me demander l'argent pour nettoyer ma plaie, alors que moi, je n'ai pas d'argent, donc je n'y vais pas. Vous comprenez? Et la personne reste à la maison, la plaie pourrit, après l'issue fatale, c'est la mort. Et nous, qu'est-ce qu'on a décidé? C'est d'ouvrir une structure pour que ces gens-là ne puissent pas avoir peur de venir prendre des soins. On a dit c'est gratuit. Et quand on a ouvert, beaucoup nous ont dit, vous n'allez pas tenir 3 mois. Comment ça? Gratuit? Mais vous allez acheter les médicaments, comment? Le personnel et tout. Permettez-moi un peu de vous arracher la parole, parce que quand vous dites que la personne a la plaie et s'est dit que non, si je vais à l'hôpital, on va me taxer, je n'ai pas d'argent. Donc, le même problème du chômage qu'il y a dans la communauté des personnes albinos ici, c'est aussi là-bas. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai remarqué chez les personnes. Parce qu'ici, il y a même des gens, quand ils vont pour des tests, quoi que ce soit, il y a d'autres
d'autres employés qui disent que non, moi je ne peux pas engager une personne atteinte d'albinisme, je ne supporterai pas rester dans un même bureau avec une personne albinos, donc c'est un peu compliqué, vous voyez un peu la situation. Par contre, un problème comme ça, dans le manque. Ça c'est la discrimination professionnelle. Et si jamais on a ça chez nous, nous pouvons interpeller le chef de l'entreprise ou ce monsieur qui a parlé. On l'interpelle à la justice, on peut le faire payer des amendes pour ça. Parce que ça, c'est une discrimination. Mais quand vous dites que, maintenant, quand vous dites que les personnes albinos prennent des soins gratuitement, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train d'encourager la mendicité? Non. Du genre d'être toujours dépendant au lieu de les rendre autonomes? Non, vous savez, je vous ai parlé de l'intégration à la fonction publique. C'est des combats que nous avons menés. Mais quand on est arrivé, comme je vous ai dit tantôt, il y avait beaucoup de personnes atteintes de cancer de la peau. Vous ne pouvez pas vouloir donner du travail à quelqu'un qui est malade, qui va mourir dans 2 mois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ces gens, il fallait d'abord s'occuper de leur santé. Et c'est ce que nous avons fait. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais si on leur demande de partir se soigner, d'ailleurs, si on les envoie au CHU de Brazzaville, au CHU de Brazzaville, on n'avait pas de spécialistes sur l'albinisme. Il n'y en a pas. Et qu'est-ce que nous avons fait pour devenir une référence? On a fait venir des spécialistes sur l'albinisme. Dans notre pays, on a fait venir des Russes, on a fait venir des Espagnols, on a fait venir des Maliens, on a même fait venir des Ougandais qui sont venus, qui ont formé nos médecins et qui ont soigné. Et aujourd'hui, je pense que chaque année... Cette formation était à la charge de l'État ou bien à votre charge? Non, c'est nous. Non, attendez, ce que moi j'ai fait avec la clinique, c'est d'abord M. Johnny Chancel. Nous n'avons pas de subvention pour cette clinique, non. Hein, ça, nous n'en avons pas. Et c'est une vision que moi j'ai eue pour pouvoir accompagner. Et aujourd'hui, après avoir... Si vous partez à Brazzaville aujourd'hui, vous allez remarquer que 98% des albinos qui sont à Brazzaville sont propres. N'ont pas de problème de taches ou des plaies cancéreuses ou des tumeurs cancéreuses. Pourquoi? Parce qu'on se sent... Nous, on est là depuis 9 ans et on a fait un travail énorme pour ça. Et quand on a remarqué que le taux de mortalité était stabilisé, comme je vous ai dit, qu'on est passé de 3 à 4 décès par mois à 11 en 9 ans. Vous comprenez? Et on a dit, bon d'accord, maintenant vous vous sentez bien. Qu'est-ce que nous faisons? Par exemple, en juin dernier, on a fait venir d'ailleurs la Fondation Texas et Madame la conseillère Grace qui sont venus avec le secrétaire général de la Falco qui sont venus parce que nous... Philippe Bolekala, c'est Bolekaleka. Lipo, ok. Oui. Et on avait organisé une conférence qui s'est tenue à Brazzaville avec tous les dermatologues de la RDC et les dermatologues du Congo-Brazza. Et on a fait venir des dermatologues d'autres pays africains. Il y avait plus de 80 participants. Vous comprenez? Et pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit à l'entre-deux, que les problèmes des personnes vivant avec albinisme en Afrique se ressemblaient toutes. Il fallait qu'on s'assoie pour regarder comment nous pouvons faire pour essayer de pallier à ce problème-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous continuons à approfondir des réflexions sur l'état de santé, mais une personne qui est déjà bien portante peut chercher du travail, peut travailler. Mais une personne qui a une plaie ici, vous n'allez pas le mettre dans le bureau des gens. Il y a des albinos que je recevais dans mon bureau. S'il sort, il faut laisser le bureau ouvert parce que ça peut sentir pendant des heures. Et une personne qui ne connaît pas l'albinos ou l'albinisme, quand il va être à côté de ce genre de personne, il va dire non, les albinos sont mauvais. Alors que non, c'est parce que la personne a une plaie ou un truc qui... Vous comprenez? Et nous, on s'est d'abord dit, c'est d'abord la santé. Ce n'est pas pour encourager la moignocité, non. C'est pas pour... nous, notre problème, c'était de pallier un problème qui tuait les gens. Vous savez que le cancer de la peau est la première cause de mortalité des personnes vivant avec albinisme, pas seulement à Brazzaville, je dirais en Afrique. Parce que nous avons des températures qui sont un peu variables. Ouais. Voilà. Donc, par conséquent, une personne qui a une plaie déjà, toi, tu ne vas pas le soigner, tu vas lui donner un travail. Donc, si je comprends bien, votre combat est focalisé dans les domaines sanitaires. Non, il ne faut pas dire focalisé. On a
c'est vrai que la lutte contre le cancer de la peau fait partie de nos priorités, mais sinon nous avons l'insertion professionnelle, nous avons la lutte contre la discrimination, nous avons la sensibilisation, nous avons... Vous savez, l'association d'Union sociale pour les albinos, d'abord, c'est une association qui a pour but d'aider et promouvoir les capacités intellectuelles. Donc, ça veut dire que nous soutenons dans la scolarité des enfants et même des étudiants. Et nous travaillons avec des ambassades pour avoir des bourses. Aujourd'hui où nous parlons, nous avons plusieurs albinos qui sont partis étudier à l'étranger parce que nous avons signé des accords de partenariat avec des ambassades qui octroient des bourses à ces personnes qui vont approfondir leurs études à l'étranger. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais nous avons fait de la santé notre cheval de bataille. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui décédaient. Et il fallait commencer par ça. Et parmi des gens qui sont à l'étranger aujourd'hui pour les études, il y a des gens qui avaient le cancer de la peau et qui ont été soignés. Et je me pose des questions, s'ils n'étaient pas soignés avant, est-ce qu'ils pouvaient partir étudier? Non. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il faut... La santé, c'est la priorité. Exactement. Ouais. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas être là pour présenter ton émission. Mais après la santé, il faut chercher à voir comment la personne va s'autonomiser, comment tu vas manger, comment tu vas travailler, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, est-ce que tu vas à l'école. Et nous travaillons dans tous ces secteurs, mais nous avons fait de la santé une priorité. Pourquoi? Parce que nous savons que quand on rate la santé avec l'albinisme, la personne décède. Et c'était difficile pour nous d'enregistrer des morts 2, 3, 4 par mois, c'était compliqué. Souvent, c'était des personnes qui n'avaient pas de famille, qui pouvaient peut-être les enterrer, qu'il fallait encore soutenir. Et nous, on s'est dit, bon, au lieu d'apporter de l'argent pour enterrer cette personne, est-ce que si on n'avait pas aidé, la personne pouvait vivre aujourd'hui? Et il fallait commencer par là. Et c'est ce que nous avons fait. Et après 14 ans, aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup de fierté que nous avons pu stopper le taux de mortalité de 3 à 4 par mois à 9 en 11 ans. Et c'est vraiment une fierté pour nous. Et nous continuons à travailler. Madame la conseillère Grace, comme je vous ai dit, elle est au courant de beaucoup de choses dans la clinique. Elle connaît des gens qui viennent du Cameroun, du Bénin, du Togo, qui viennent prendre des soins à la clinique. Si nous soignons gratuitement les gens qui sont à Brazzaville, pourquoi nous allons demander de l'argent à ceux qui viennent de l'étranger? Vraiment. Vous comprenez? Ce n'est pas pour encourager l'indépendance. Non. C'est pour dire, bon d'accord, si tu es malade, on te soigne, mais après il faut que tu te prennes en charge. Il faut que tu travailles, il faut que tu sois autonome. Mais croyez-moi, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que... Vraiment, surtout que nous savons que les personnes albinos sont un peu têtues. Oh, c'est pas facile. Sont un peu difficiles à gérer. Donc, ça va aller au fur et à mesure. Mais là, maintenant, j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler du ROPAC. Parce que vous êtes le président en cours d'exercice. Merci. ROPAC est une organisation sous-régionale dont j'occupe les fonctions du président exécutif en ce moment. Je suis dans mon 2e mandat. Et c'est toutes les organisations qui œuvrent dans le domaine de l'albinisme qui se sont regroupées parce que nous, on s'est dit qu'il fallait... c'est ensemble qu'on peut être plus fort. C'est ensemble qu'on peut être plus fort. Ici, nous avons 3 structures qui représentent la RDC dans ROPAC. Nous avons l'association Grâce pour la solidarité, les vulnérables. Nous avons la fondation Mwimba Texas. Nous avons la Falco. Qui sont... Et nous avons aussi l'association du président Boaz. Je ne sais pas comment ça s'appelle. One of Them. One of Them, d'accord. Donc, et dans tous les pays de la sous-région, le ROPAC est représenté. Quelles sont les conditions pour qu'une association puisse s'intégrer dans ROPAC? Il faut juste être une association crédible. Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'associations mallettes et qui travaillent vraiment dans l'albinisme. Et il faut avoir des documents qu'il faut dans votre pays. Et quand vous écrivez au secrétariat général, vous pouvez écrire au président. Et moi, je passerai au secrétariat général. Et ensemble, parce que je suis le président du ROPAC, mais les membres du bureau du ROPAC sont éparpillés dans la sous-région. Les membres du bureau. Madame Grace, par exemple, elle est conseillère en charge du président du ROPAC. Donc,
Il y a le secrétaire général qui est au Cameroun. Il y a la conseillère, conseillère médicale qui est au Gabon, la dermatologue, comment on l'appelle déjà, Stéphanie Ncham. Et nous avons plusieurs collaborateurs et collaboratrices comme ça qui sont dans d'autres pays pour représenter leur pays et par rapport à leur expertise, ce qu'ils font et nous faisons en sorte que le bureau soit quand même un bureau représentatif. Et si vous êtes une association sérieuse et que vous avez tous les documents et que le comité organise votre demande et que nous pensons qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est quoi la mission du ROPAC? Se fédérer pour être plus fort et améliorer les conditions de vie des personnes d'un albinisme dans la sous-région et essayer de combattre ces assassinats qu'on a parlé tout à l'heure, des injustices et des discriminations socio-professionnelles. Quels sont les projets d'avenir? Qu'est-ce que vous êtes en train de projeter? Parce que depuis que ROPAC existe, il y a de cela pas mal d'années. Donc, il y en a déjà plusieurs. Vous avez déjà eu à réaliser certaines choses et il vous reste d'autres. Et c'est quoi vos projets d'avenir? Bon, vous savez, le ROPAC a plusieurs projets d'avenir que je n'ai pas peut-être le droit d'énumérer ici parce que moi, je ne sais pas si vous partez même sur nos sites, vous allez remarquer que nous, on ne fait pas souvent, nous ferons ça. Nous, c'est on a fait. Nous avons plusieurs projets qui sont en marche en ce moment pour le bien des personnes vivant avec albinisme. Et je pense que le temps venu, ils vont vraiment être contents parce qu'en ce moment, bon, mais en qualité de président de ROPAC, quand je mets les projets en place, ces projets font partie du ROPAC. Je pense que dans moins de... Nous sommes en octobre. Dans moins de 90 jours, nous allons mettre en place une unité de fabrication des crèmes solaires à Brazzaville. Et cette unité-là va permettre à distribuer des crèmes gratuitement, ce que nous faisons déjà, sauf qu'on les achète. Mais cette fois-ci, nous allons les fabriquer sur place avec notre partenaire Pierre Fabre. Et aussi, nous allons aussi donner à d'autres pays de ROPAC qui sont dans ROPAC pour distribuer à leurs membres. C'est déjà quelque chose de louable. Et comme je vous ai dit que nous avons d'autres... Ça, j'ai juste dit pour que vous compreniez un peu les enjeux qui sont là-dessus. Mais sinon, nous avons vraiment beaucoup de projets dans ROPAC. Je pense que dans très très peu de temps, là je vous ai juste donné quelque chose qui peut arriver dans moins de 90 jours. Nous allons mettre ça en place et c'est pour vous dire que nous avons d'autres projets qui vont encore arriver en long terme pour pouvoir améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec albinisme dans notre pays et dans la sous-région, y compris Kinshasa. Nous travaillons en synergie, comme le disait Champion Texas. D'accord. Mais c'est les conseillers. Dites-nous un peu, depuis que vous avez commencé votre lutte, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué? En bien ou en mal? Que ce soit en bien ou en mal. Commencez d'abord par le bien et puis en mal. Non, le bien, c'est la réduction du taux de mortalité des personnes avec albinisme dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir. Aujourd'hui, les albinos sont une référence. Ils savent que s'ils arrivent à Brazzaville, ils peuvent se faire soigner gratuitement. Vous savez, il y a des pays où je ne suis même pas encore arrivé, mais quand j'y arrive, il y a des gens qui sont très contents par rapport au travail que nous faisons. Et ça touche beaucoup. Et je pense que nous avons pu quand même rehausser un peu l'image de la personne vivant avec albinisme. Parce que, vous savez, avant, des albinos, c'était des gens qui se cachaient un peu, qui n'exprimaient pas, qui ne démontraient pas leur personnalité. Et aujourd'hui, il y a des albinos qui sont dans notre association. Quand on a regardé quand ils étaient arrivés dans l'association et aujourd'hui, on regarde que c'est des gens qui sont épanouis aujourd'hui, des gens qui ont réussi dans plusieurs domaines. Et c'est des choses qui nous touchent. Et je pense que ça fait partie. Et aujourd'hui, nous avons... Vous savez que... on a parlé du cabinet médical, la JCA. Vous savez que c'est la seule en Afrique qui fait de la prise en charge gratuite. Je parle de l'Afrique. Et ça, nous le faisons sans subvention de l'État. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a des moments quand je m'assois, je me regarde, je dis, ça fait quand même 9 ans, on y est quand même arrivé.
Parce que quand on a ouvert cette clinique, on nous a donné 3 mois. On a dit, vous allez fermer les portes dans 3 mois. C'est un bourbier financier. Mais on y est quand même arrivé et c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Pouvez-vous un peu partager en quelques mots une parole de motivation à d'autres leaders qui se disent que peut-être ils ont des initiatives comme vous, mais ils se disent que non, si je commence, peut-être il n'y a pas de financement, je vais fermer la porte, je vais faire ceci, je vais faire cela, donc je ne vais pas aboutir à ce que je suis en train de penser. En quelques lignes, quelques motivations juste pour leur dire que vous pouvez y arriver. Oui, ce que je veux dire, c'est on ne peut pas mettre une association en place pour attendre du financement. Je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai vu des photos à Texas, je n'avais pas de financement, je ne pouvais pas mettre une association dans cette époque-là. Je suis d'abord parti chercher et quand je me suis dit, bon, j'avais quand même un peu de moyens qui pouvaient me permettre de faire ça, parce que, tu sais, avant qu'on puisse t'aider, même dans la Bible, c'est écrit, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu ne peux pas vouloir aider les gens si toi-même tu n'es pas aidé. Et ça, c'est un gros problème chez d'autres leaders. Parce que eux, parfois, ils ne se suffisent même pas encore, mais ils veulent aider. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on veut les prendre au sérieux, on leur donne des responsabilités, ils les détournent à d'autres fins. Et c'est un gros souci. Nous, je peux vous dire que depuis 14 ans, on n'a jamais annulé une activité. Jamais. Parce qu'on n'a pas eu de financement. On n'a jamais annulé. Parce que quand on programme l'activité, par conséquent, nous faisons déjà le budget. S'il y a des partenaires, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, nous faisons quand même notre activité. Nous n'allons pas annuler une activité parce que X n'a pas contribué. Mais toi, tu vas faire une activité, tu n'as même pas 10% du financement de cette activité-là. Si on ne contribue pas, tu annules. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est quand on contribue et que tu as faim, tu n'as pas pu payer ta maison, mais il y a l'argent qu'on t'a donné pour autre chose, tu peux le balancer de l'autre côté. Et c'est pour, moi je dirais aux leaders d'abord de croire en eux, mais de travailler pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail. Parce que si ils comptent que sur les financements des structures ou des individus, ils ne vont jamais y arriver. Moi, c'est vrai qu'on demande de temps en temps des accompagnements, mais nous croyons d'abord en nous. Et nous avons pris cette cause à bras le corps. Mais si vous faites la chose en croyant seulement aux gens qui vont vous accompagner, c'est compliqué, vous n'allez jamais arriver. Vous n'allez jamais arriver. Donc moi, ce que je peux dire chez des leaders, c'est de croire en eux et de pouvoir être sérieux surtout. Pouvoir être sérieux dans ce qu'ils font et de croire en Dieu. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de C'est Possible Télévision. Merci à vous qui étiez là depuis le début de cette émission pour avoir plus d'éclaircissements sur l'albinisme et surtout beaucoup plus celle du Congo-Brazzaville. En tout cas, nous vous sommes reconnaissants. Nous étions sur ces plateaux avec les conseillers Monsieur Johnny Chancel du Congo-Brazzaville qui nous a parlé de l'albinisme au Congo-Brazzaville, comment ils vivent et non pas seulement du Congo-Brazzaville, mais il a aussi touché de l'Afrique centrale parce qu'il est le président du réseau des organisations, des associations de personnes atteintes d'albinisme du Congo-Brazzaville. Alors nous tendons déjà petit à petit vers la fin de cette émission. La télé, c'est le temps. Alors si nous disons que nous puissions encore continuer avec d'autres questions, ça pourra nous prendre peut-être une semaine, 2 semaines, parce qu'on aura toujours c'est plaisir d'écouter les conseillers parce qu'il est aussi éloquent, on ne peut pas les cacher, il parle bien. Alors, nous sommes déjà à la fin et j'aimerais que vous puissiez dire quand même un mot de la fin pour aujourd'hui parce que je sais que c'est la première et non la dernière fois. Si vous me permettez, je voudrais remercier son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons remarqué la place de choix qu'il accorde aux personnes avec albinisme. En organisant le premier colloque panafricain organisé par le chef de l'État avec le panel à son époque. Et aussi le président de la République du Congo qui a montré l'exemple en ayant un ministre albinos et un conseiller. Et je ne voudrais pas terminer pour féliciter Son Excellence Madame Essambo pour tout le travail qu'elle fait parce qu'elle est arrivée dans ce ministère, il n'y avait rien.
C'est un ministère qui n'a jamais existé dans ce pays. Et aujourd'hui, nous voyons déjà le fruit. Et quand j'entends parler du secrétariat général, j'ai les frissons. Parce que quand j'entends parler de plus de 4000 personnes, c'est énorme, qui vont être employées. Et c'est vraiment un travail qu'elle a fait avec un travail de fourmi qu'elle a commencé à faire depuis très longtemps. Et je ne peux que la féliciter, l'encourager de continuer sur cette voie, sur cette lancée, parce que nous savons que ce n'est pas facile. Vous savez, des gens souvent qui ont des bonnes idées, on ne les permet pas de travailler. En tout cas, elle a tout notre soutien. Et je voulais aussi vous remercier. Je vous ai dit que je suis arrivé ce matin. Il fallait que je participe avec aussi votre complice qui a tenu vraiment à ce que je sois là. Elle a vraiment pesé de tout son poids, Madame la conseillère. Malgré les... Je me suis dit, il fallait vraiment, et vous faites un travail formidable. Je pense que vous devez continuer sur cette voie, parce que vous savez, aujourd'hui, des enfants albinos qui vous regardent à la maison peuvent vous prendre pour modèle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous enlevez aussi le complexe. Ou autre, le côté éducatif que vous apportez dans votre association, il y a aussi le côté où la personne avec albinisme peut tout faire. Vous savez, et sur ça, je peux que vous dire merci et félicitations, tous mes encouragements. N'hésitez pas, si nous pouvons faire quelque chose pour vous, vous avez désormais un partenaire à Brazzaville et nous serons toujours là. Et aussi à tous les leaders de prendre le courage de continuer dans leur combat et surtout de croire en eux, mais avoir les moyens de sa politique. C'est très important. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, tu ne peux pas faire grand-chose. Merci beaucoup, M. Johnny Chancel, pour ces conseils et nous sommes vraiment reconnaissants. Et nous savons que nous avons fait le premier numéro ici. Peut-être dans les jours à venir, nous allons faire le deuxième numéro chez vous. Pas de souci. Pas de souci. Voir vraiment, faire une émission à la clinique, voir comment les personnes sont traitées. On organisera. Sont accueillies. Alors, cela nous fera encore un grand plaisir. Merci aussi à Madame Grace Marie-France, j'aime l'appeler de père. LBMC. Madame Grace Marie-France de Père, en tout cas, merci pour cet effort. En tout cas, ça me va droit au cœur. Et je remercie l'équipe technique de C'est Possible Télévision qui a toujours concouru pour le bon déroulement de cette émission. Et quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve très prochainement. Chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.